Vous faites bien de suivre la télévision rwandaise. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle édition de ce mercredi. Le gouvernement rwandais a mis en place un nouveau système. Nous allons y revenir, mais d'abord parlons justement de l'actualité où différentes institutions publiques et organisations non gouvernementales qui sont impliquées dans la promotion et la protection des droits humains se sont réunies pour examiner les recommandations adressées au Rwanda par le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Cet exercice s'inscrit dans le cadre du mécanisme d'évaluation périodique universelle à travers lequel tous les États sont appelés à faire le point sur leur capacité et leur engagement en matière de respect et des droits humains. Mais avant de revenir sur cette actualité, revenons sur le Sénat du Rwanda qui a annoncé son soutien au projet d'identité numérique qui estime qu'il permettra ainsi d'accélérer la prestation des services publics grâce aux technologies digitales. Jean-Benoît Michel nous en dit plus. Une séance d'échange entre le Sénat du Rwanda et le ministère de l'ICT et de l'Innovation a principalement porté sur le projet de délivrance de la carte d'identité numérique, ses avantages ainsi que l'état d'avancement de sa mise en œuvre. La ministre de l'ICT et de l'Innovation, Ingabire Paula, a expliqué en détail les bénéfices de ce projet. Aujourd'hui, de nombreux services sont fournis de manière physique. Avec l'introduction de la carte d'identité numérique, ces services seront davantage améliorés, notamment dans le secteur de santé. Cette carte regroupera les informations relatives à l'assurance maladie ainsi que l'historique de services reçus dans les établissements de santé, ce qui contribuera à améliorer la qualité de soins et de services publics en général. Le ministère de l'ICT et de l'Innovation remercie également les citoyens qui continuent d'adhérer à ce programme. Partout où nous avons déjà lancé ces activités, la volonté des citoyens est manifestée. Il nous revient maintenant de tenir nos engagements en fait d'améliorer les services promis. Nous demandons aux citoyens de fournir leurs données biométriques en fait que l'année prochaine, le système soit pleinement opérationnel. Nous les encourageons également à venir avec leurs familles s'enregistrer, car tout cela est mis en place pour leurs bénéfices. Le président du Sénat, Dr François-Xavier Kalinda, a affirmé que le Sénat est prêt à accompagner le gouvernement afin d'assurer la réussite de ce programme. En tant que Sénat, nous collaborerons avec le gouvernement pour sensibiliser les Rwandais à adopter et utiliser la carte d'identité numérique. Elle permettra de résoudre de nombreux problèmes, notamment la perte de documents physiques. Les avantages dans les domaines de la santé et du bien-être social sont considérables au regard des investissements réalisés pour sa mise en place. À ce jour, plus de 2 800 000 citoyens issus de 9 districts ont déjà fourni leurs données biométriques. Le ministère de l'ICT et de l'Innovation prévoit que d'ici la fin de l'année 2026, les 30 districts du pays auront achevé le processus à 100%. Par ailleurs, dès le mois de juillet de cette année, les premiers bénéficiaires commenceront à recevoir leur carte d'identité numérique. Et la diaspora rwandaise s'est imposée aujourd'hui comme l'un des piliers essentiels du développement national. Véritable pont entre le Rwanda et le reste du monde. Elle joue un rôle stratégique aussi bien sur le plan économique que social. Selon les données officielles, les transferts de fonds des Rwandais de l'étranger ont dépassé les 500 millions de dollars américains sur la période 2023-2024. Ces envois de fonds constituent donc une source importante de devises pour le pays et participent directement à la stabilité macroéconomique. Ils soutiennent la consommation des ménages, renforcent le pouvoir d'achat des familles et contribuent ainsi à la réduction de la pauvreté. Au-delà du soutien familial, la diaspora a investi de plus en plus dans des secteurs structurants de l'économie nationale. L'immobilier figure parmi les domaines les plus dynamiques avec la construction des logements, d'immeubles commerciaux et d'infrastructures hôtelières, notamment à Kigali et dans d'autres centres urbains.
urbain en pleine expansion. Ces investissements ont stimulé le secteur de la construction, créant ainsi des emplois et participant à la modernisation du paysage urbain. La diaspora a joué également un rôle clé dans la création et le financement d'entreprises, notamment dans les services, les technologies, l'agro-business et le tourisme. À travers des partenaires et des transferts de compétences, elle a favorisé l'innovation, l'entrepreneuriat et l'ouverture du Rwanda aux marchés internationaux. Sur le plan social, les contributions de la diaspora se sont traduites par le financement des projets communautaires, la construction d'écoles, l'appui aux centres de santé, les bourses d'études, soutien aux personnes vulnérables et la participation aux initiatives de développement local. Et à présent, en parlant de sécurité, les analystes qui suivent de près la situation dans la région des Grands Lacs ont estimé que l'Union européenne devrait contribuer à résoudre les problèmes liés à la guerre qui sévit en République démocratique du Congo en s'attaquant aux causes profondes plutôt que d'en traiter seulement les symptômes. Cela intervient après que la commissaire européenne chargée de l'aide humanitaire, Adja Lib, a effectué une visite dans cette région. C'est en tout cas le point de vue de maître Jean-Baptiste Gastominal qui a expliqué que la crise humanitaire à l'est de la RDC doit être cernée dans sa réalité. C'est une bonne chose que les gens comprennent qu'il y a une crise humanitaire et qu'ils doivent y apporter des réponses. Ça, c'est de un. Nous sommes tous reconnaissants de cette initiative, mais nous disons qu'elle n'est pas suffisante. Nous disons qu'elle n'est pas suffisante en ce sens que les gens souffrent, c'est vrai, les gens meurent, les gens connaissent beaucoup de difficultés au quotidien à cause de la crise qui persiste, parce qu'une guerre qui a duré pendant plus de 4 ans maintenant nécessite effectivement qu'il y ait des actions concrètes qui puissent être menées sur le terrain et avec différents partenaires et différents acteurs. Mais nous disons que ce n'est pas suffisant en ce sens que les autorités européennes ne veulent pas comprendre la cause du conflit. Donc, elles veulent s'attaquer aux conséquences, mais elles ignorent complètement la cause du conflit et les acteurs principaux dans ce conflit qui sévit à l'est de la RDC. Parce que actuellement, les gens sont en train d'être tués, massacrés journalièrement par des attaques aux drones, aux avions des guerres et à l'artillerie lourde. Les villages entiers sont attaqués par les forces gouvernementales, appuyés par les forces burundaises et les miliciens qui les soutiennent, ainsi que les mercenaires, y compris des mercenaires européens d'ailleurs. Donc moi je pense que ce que les autorités devraient faire, les autorités européennes devraient faire, c'est d'établir des responsabilités et de demander aux auteurs directs de ces attaques, de cesser ces attaques. Parce que si aujourd'hui au Sud Kivu, dans le moyen et haut plateau du Sud Kivu, ces attaques journalières persistent et ce sont des attaques qui ciblent les villages des paisibles citoyens qui n'ont rien à voir avec la guerre, simplement à cause de leur appartenance ethnique. Moi je pense que l'Union européenne devrait faire face au président Tshisekedi, le placer devant ses responsabilités, lui dire d'arrêter ces attaques et puis maintenant penser à apporter une assistance humanitaire à ceux-là qui ont été affectés, mais sans que la situation ne continue. Mais la situation continue, les attaques quotidiennes continuent dans la région de Mulenge spécialement et dans d'autres régions sous contrôle de l'AFCM 23 comme à Walikale par exemple et dans d'autres environs et dans d'autres coins. Moi je pense que ce que les autorités devraient faire, ce que tous les acteurs devraient faire, c'est de faire en sorte que cette guerre cesse, que ces attaques
s'arrête et que maintenant les questions politiques qui sont à la base de ces conflits puissent être traitées au cours des négociations comme elles sont traitées à Doha et comme elles ont été à Washington et qui sont en train de l'être par différentes médiations et médiateurs à Luanda, en Angola, à Lomé au Togo et dans d'autres capitales. Donc ça c'est une chose, mais un autre aspect très important serait au fait de pouvoir nommer les responsables qui sont à la base de ces crises humanitaires et de cette crise humanitaire et malheureusement c'est ce que tout le monde évite. Tout le monde ne veut pas dire que s'il y a souffrance de la population, s'il y a des tueries, s'il y a des gens qui ne travaillent plus dans leurs champs, c'est à cause des attaques récurrentes et quotidiennes qui sont lancées par les forces gouvernementales et leurs alliés. Et c'est facile. Si on s'attaque aux causes, donc il n'y aura pas de guerre. Quand ils apporteront une solution à ces causes qui ont été à la base de la guerre va cesser. Mais tout le monde comprend cette démarche, mais personne ne veut l'emprunter, malheureusement. Maître Gassominari ajoute que les débats autour de la réouverture de l'aéroport de Goma ne doivent pas occulter le vrai problème qui accentue la misère de la population congolaise. Nous ne voyons pas que l'aéroport de Goma soit un problème. C'est une infrastructure importante, c'est vrai. L'aéroport devrait fonctionner. Mais elle n'a même pas mentionné, par exemple, le fait que le gouvernement de Kinshasa ait coupé tout accès aux services financiers, notamment aux banques qui étaient opérationnelles dans les zones sous contrôle de la FCM 23. Ça, c'est une cause de souffrance, c'est une cause d'une crise humanitaire. Mais elle n'en a pas fait mention parce que, bon, l'Union européenne n'avait pas de compte ni d'argent dans ces banques. Mais comme l'Union européenne veut participer à ces activités humanitaires, ils auront besoin de l'aéroport de Goma, mais au lieu de discuter avec les autorités de l'AFCM 23 qui ont le contrôle de l'aéroport de Goma, vous avez suivi qu'ils avaient commencé par une conférence qui a eu lieu à Paris, en France, pour discuter de l'ouverture de l'aéroport de Goma. Des fois, ils vont à Kinshasa négocier la réouverture de l'aéroport de Goma, sachant bien que ce n'est pas Kinshasa qui contrôle cet aéroport. D'ailleurs, Corneille Nangaa a même mentionné que d'autres demandent à Kigali de faciliter la ouverture de l'aéroport de Goma. Donc, l'Union européenne doit avoir un intérêt particulier dans l'ouverture de l'aéroport de Goma, mais je ne vois en aucun cas je ne vois en aucune manière l'aéroport de Goma serait la cause ou contribuerait à la crise humanitaire qui sévit à l'est de la RDC. Parce que maintenant, les zones qui souffrent et qui ont besoin d'une aide d'urgence, ce sont les zones où se déroulent les combats. Et maintenant, c'est autour des moyens et hauts plateaux, au sud Kivu. Et je pense que c'était juste un coup de fil, demander au président Tshisekedi d'arrêter ces attaques et les routes qui sont praticables peuvent être utilisées pour acheminer de l'aide. Et les aéroports qui ne sont pas fermés peuvent être utilisés. Même l'aéroport de Goma peut l'être s'il discute avec les personnes qui le contrôlent. Donc, moi, je ne vois vraiment pas pourquoi est-ce que l'aéroport de Goma devrait être un sujet important sur lequel les gens s'attarderaient. Bon, peut-être qu'ils ont intérêt, effectivement, à avoir cet aéroport opérationnel. Je n'en disconviens pas, mais je ne vois pas en quoi cet aéroport est responsable de cette crise humanitaire qui sévit à l'est du Congo.
Différentes institutions publiques et organisations non gouvernementales impliquées dans la promotion et la protection des droits humains se sont réunies pour examiner les recommandations adressées au Rwanda par le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Cet exercice est inscrit dans le cadre du mécanisme d'évaluation périodique universelle à travers lequel tous les États sont appelés à faire le point sur leurs capacités et leur engagement en matière de respect des droits humains. S'agissant des personnes en situation de handicap, le Rwanda avait reçu 14 recommandations portant notamment sur le droit à l'éducation, à la santé, au développement ainsi que sur l'accès aux services financiers. Les participants ont reconnu que des avancées significatives ont été enregistrées dans l'accompagnement et la promotion des droits des personnes handicapées. Toutefois, ils estiment que des défis subsistent et que le chemin reste encore lent. Parmi les priorités identifiées figure l'accessibilité à l'éducation. Bien que l'enseignement soit officiellement accessible à tous, les obstacles persistent pour les apprenants en situation de handicap, notamment en ce qui concerne l'adaptation des infrastructures scolaires, des routes, du matériel pédagogique. Il a également été rappelé que les élèves présentant des handicaps multiples devraient bénéficier d'un encadrement individualisé avec un enseignant dédié. Une mesure qui, selon les intervenants, n'est pas encore pleinement mise en œuvre. En ce qui concerne l'accès au financement, des efforts ont été salués. Néanmoins, les personnes en situation de handicap continuent de faire face à des exigences de garantie de la part des institutions financières, ce qui limite leur accès au crédit et freine encore leur autonomisation économique. Le ministère de la Santé a indiqué que des réformes apportées au programme de Ubwisungane mu kwivuza ou encore mutuelle de santé visent à assurer la pérennité et à améliorer la qualité des services offerts à tous les Rwandais en tenant compte des capacités financières de chaque ménage. Plus de détails avec Jean-Benoît Michel. Dans le cadre de l'amélioration continue des services de santé, le gouvernement du Rwanda a mis en place de nouveaux systèmes fondés sur 5 catégories socio-économiques des ménages. L'Office rwandais de la sécurité sociale, RSSB, précise que dans son nouveau dispositif, un assuré pourra commencer à bénéficier de soins après avoir versé au moins 75% de sa cotisation. Le directeur général de RSSB, Régis Rudiamashuro, explique qu'un mécanisme d'avance et de fonds au centre de santé a été instauré en fait de leur permettre de fonctionner plus efficacement. Un système pilote appelé Captation a été introduit dans 118 centres de santé de base dans la province de l'Est. Désormais, ces structures reçoivent un paiement anticipé au lieu d'être rémunérés après prestation et vérification. Actuellement, un centre de santé perçoit entre 3 et 5 millions de francs rwandais. Les résultats sont déjà visibles, notamment en matière de qualité des services et de disponibilité des équipements à temps et de recrutement de personnel qualifié. Le ministre de la Santé précise que dans son nouveau système, la contribution du citoyen se situe entre 33 et 36%, tandis que l'État prend en charge plus de 70% du coût des soins. Le ministre de la Santé, Dr Sabin Sanzimana, souligne que différentes maladies, y compris les plus graves, continueront d'être prises en charge dans le cadre de la mutuelle et que les services seront davantage améliorés. L'une des maladies qui était difficile à traiter pour les citoyens est le cancer, au point que certaines familles ne savaient plus comment faire face aux coûts. Désormais, le cancer est pris en charge par la mutuelle de santé avec des traitements spécialisés, des équipements plus spécifiques sont également disponibles. Dès le 1er juillet, début de la nouvelle année de la mutuelle de santé, les assurés pourront bénéficier de soins élargis, y compris des interventions chirurgicales, des prothèses et d'autres services spécialisés. Le ministre de l'administration locale, Habimana Dominique, indique que les citoyens continueront à être sensibilisés à ces réformes afin d'encourager une plus grande adhésion au programme. Nous avons entamé une campagne de proximité pour rappeler aux citoyens les avantages de la mutuelle de santé, les services auxquels ils ont droit ainsi que les maladies couvertes. Il s'agit surtout
de les encourager à préserver leur santé. Le montant de la cotisation de la mutuelle de santé est fixé selon la catégorie socio-économique enregistrée dans le système Imibereho. Les membres de la première catégorie versent 4 000 francs rwandais par an, montant entière prise en charge par l'État. C'est de la deuxième catégorie, paie 3 000 francs rwandais, auxquels s'ajoutent 1 000 francs pris en charge par l'État. La troisième catégorie verse 5 000 francs rwandais par an par personne. La quatrième catégorie paie 8 000 francs rwandais par an et par personne. La cinquième catégorie verse 20 000 francs rwandais par an et par personne. Cette dernière représente environ 8% des membres de la mutuelle au Rwanda. Ces nouvelles dispositions entreront en vigueur le 1er juillet, marquant le début de la nouvelle année de la mutuelle de santé. C'est sur ces images que nous clôturons cette grande édition au nom de toute l'équipe qui a contribué à sa réalisation. Je vous remercie. Bonne poursuite des programmes de la télévision rwandaise.